Daniel, est-ce que tu es de l'avis de Satprem et Aurobindo qu'on serait donc dans l'an 17 du Nouvel Âge? Est-ce que l'année 1969 évoque quelque chose pour toi au niveau de la pénétration de l'énergie supramentale? En 1969, j'avais, je crois, 12 ou 13 ans. Et si tu te réfères à un livre que j'ai écrit à un moment donné, qui était mon autobiographie de 12 ans allé à 19 ans, effectivement, l'histoire commence en 1969. Alors, dans cette année, j'ignorais totalement tous les mécanismes de la nouvelle conscience ou de l'énergie supramentale. Ça a été un tournant dans ma vie, étant donné qu'à partir de ce moment donné, j'ai commencé à envisager non pas la conquête de la planète, mais la conquête d'un cadre d'évolution qui permettrait de libérer l'homme pour qu'il puisse, à un moment donné, arriver à une conscience totale, que je limitais à l'époque à une conscience planétaire, mais qui depuis s'est étendue pas mal plus loin. Qu'est-ce que tu as vécu précisément dans cette année-là? J'ai découvert la manipulation par le rêve, les rêves initiatiques, le charriage astral, c'est-à-dire que après avoir entrevu ce que nous appelons des objets volants non identifiés, donc des espèces de lueurs dans le ciel au-dessus de Montréal-Nord ici, moi et un de mes amis, on a rêvé similairement les mêmes rêves où on rencontrait différents personnages dans une espèce de petit paradis, une espèce de monastère, où on se faisait instruire de différentes choses. Par la suite, nous avons accrédité ces messages de ces êtres et nous avons mis nos énergies à travailler en fonction de la création de ce qu'on nous avait suggéré. Vieillissant, moi j'ai découvert, mon ami n'a pas encore découvert, un jour ça va lui être donné, qu'il ne faut jamais se fier à ce genre de message, qu'il ne faut jamais faire confiance à des guides que l'on rencontre dans son sommeil, aussi beau, aussi bien, aussi pacifique en apparence soit-il. Et l'homme doit non pas parfaire la conscience d'un autre, non pas assumer une mission planétaire ou une mission humanitaire, mais je sais aujourd'hui que l'homme doit arriver à une conscience individuelle, c'est-à-dire que l'homme doit être capable de se centrer dans sa propre intelligence. Alors automatiquement, l'homme, non seulement ne peut plus être instruit par ses guides ou par ses maîtres qui viennent le visiter dans son sommeil, mais aujourd'hui encore, de temps en temps, ces maîtres viennent pour s'instruire. Bon, mais quel était le contenu précis de ces rêves supposément initiatiques? Est-ce que tu t'en souviens? Le message qui t'était adressé à ce moment-là? Oui, disons que le message lui-même a toujours une consonance qui est réelle, mais qui est colorée. Alors à l'époque, on me demandait de former une organisation qui pourrait étudier les mystères de la planète, donc en l'occurrence les écrasements d'avions, qui étaient inexplicables, tous les mouvements ésotériques à l'échelle de la planète, les sectes, les tueries mystérieuses, enfin un paquet de mécanismes de la psychologie humaine. Évidemment, nous étions un petit groupe de jeunes de 12, 13, 14 ans. Le premier adulte que nous avons approché, parce qu'évidemment les adultes ne voulaient pas travailler avec nous, le premier que nous avons approché, on n'aurait sans doute pas dû l'approcher, mais à l'époque, on ne connaissait pas tous les mécanismes limitatifs de l'évolution. Alors cet adulte nous a connus. Il nous a connus quelques mois parce que par après, il est mort noyé dans l'océan Pacifique d'une façon assez inexplicable. Ça veut dire que moi, je sais ce qui s'est passé, mais on ne le sait pas. Et par la suite, le groupement a changé de nom suite à d'autres genres de rêves. Et il s'est appelé Envol. Et le but principal de l'organisation ou du groupe Envol était de coloniser une île perdue au fond du Pacifique en vue de pouvoir permettre l'instauration d'une société qui serait basée beaucoup plus sur le repoussement des limites du cadre d'évolution des individus, comparativement aujourd'hui où l'individu fonctionne apparemment pour un monstre qu'il appelle société. Alors là-bas, c'est des choses qui auraient été différentes, choses que nous poursuivons présentement dans le travail au niveau du projet OPSA, qui va se faire ici au Québec, qui regarde un village qui pourra être construit à un moment donné. Encore là, ce n'est pas important. Alors tout ce que je sais, c'est que nous avons été, moi et deux de mes amis qui travaillent présentement ici au centre, manipulés de façon à nous obliger à acquérir une forme d'expérience, c'est-à-dire à nous obliger à avoir des événements plus rapidement que le reste, disons, de nos concitoyens,
de façon à nous préparer à pouvoir organiser ou à pouvoir gérer à un moment donné quelque chose de plus grand. D'ailleurs, c'est à cette époque aussi que l'on s'est connus tous les deux. Et parce que de la planète Terre, on s'en allait ailleurs, tu as décidé de t'occuper un peu de notre organisation. À l'époque, j'étais jeune. Alors, disons que 1969 a été, au niveau de l'Amérique, la première année, la première apparition réelle de l'énergie supramentale chez l'homme. Je n'ai pas été le seul à pouvoir être contacté par ce mécanisme d'énergie supramentale. Ma conscience psychologique infantile m'a permis de colorer d'une façon particulière et de pouvoir me permettre de me connecter à différents plans hautement spirituels de l'âme planétaire, tandis que d'un autre personnage qui était beaucoup plus âgé que moi à cette époque a eu une initiation différente et il a pu lui aussi se connecter à cette énergie supramentale pour apprendre à un moment donné à s'adapter à elle et à l'adapter à lui. Ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque tu dis qu'il ne faut pas porter de crédit donc à ces messages supposément initiatiques, mais quand même tu parles d'initiation supramentale. Donc c'est un mal nécessaire ou quoi? Qu'est-ce que c'est que tu veux dire? Un mal nécessaire. La semaine prochaine, on va parler de pourquoi le mal existe. Et effectivement, c'est un mal nécessaire. C'est que si j'aurais eu la possibilité de comprendre instantanément les mécanismes même de la manipulation par l'astral sur l'homme, je n'aurais pas eu à passer par ce genre d'initiation. À cette époque, je ne pouvais pas le comprendre et on a manipulé l'astral de façon à ce que celui-ci me manipule, moi et mes amis, pour nous permettre, à l'insu même de l'astral, d'arriver à se débarrasser de l'astral. Exactement comme lorsque je dis qu'une souffrance amène l'homme à connaître cette souffrance, donc l'homme connaissant cette souffrance connaît les mécanismes qui l'amènent à souffrir, donc il peut arriver à se libérer de cette souffrance. La souffrance amène l'homme à se libérer d'elle-même. Donc il a été nécessaire de passer par une première forme d'initiation qu'on pourrait appeler astrale ou lunaire avant de passer par l'initiation solaire, en quelque sorte. Ça a été les prémices à l'initiation solaire. Est-ce que ça a été une ouverture de l'esprit, une prise de conscience ou une façon de développer ton discernement à travers ces expériences? Disons que si on veut parler de l'initiation lunaire et de l'initiation solaire, on parle de temps en temps des guides de lumière qui viennent aider l'humanité. On parle aussi de ceux qui veulent forcer ou aider l'homme à ouvrir les yeux pour qu'il puisse enfin contempler ce que lui appelle Dieu. Alors qu'en réalité, tout ce qui tend à donner la lumière à l'homme est un mécanisme extrêmement dangereux, anti-écologie et anti-évolution par rapport à l'homme. Lorsque l'exemple que je donnais il y a de cela quelques mois, lorsqu'on parlait de cette initiation solaire et lunaire, c'est que lorsque tu te promènes le soir en automobile et que tu te diriges face au soleil, si tu n'as pas de verre fumé, tu risques de prendre le champ pour la simple raison que la lumière du soleil t'aveugle. Donc, il est intelligent qu'une forme d'expression d'énergie intelligente vienne mettre des verres fumés, c'est-à-dire vienne créer ce qu'on appelle l'initiation lunaire au niveau de l'ésotérisme traditionnel, pour pouvoir permettre à l'homme de s'adapter lentement et progressivement à une énergie qu'il a connue, qu'il a oubliée, et qu'il n'est plus prêt à recevoir instantanément, sans préparation au préalable. Alors donc, si on parle, présentement, il est évident que moi je fonctionne au niveau de l'initiation solaire. Pourquoi l'évolution est-elle lente et progressive chez l'homme, comme va être l'intégration des énergies ou de la conscience nouvelle en 1986, comme elle a été en 85 et comme elle sera en 87? Parce que le corps de l'homme a besoin d'être suffisamment puissant pour pouvoir supporter une descente d'énergie plus grosse que ce qu'il connaît. Évidemment, il faut comprendre que les mécanismes, lorsque nous parlons du mot énergie, cela est difficilement compris pour une personne qui m'entend pour la première, deuxième ou troisième fois. Lorsqu'une personne reçoit une nouvelle qui peut agresser sa psychologie, cette personne entre en contact avec une énergie psychologique qui est trop puissante pour sa possibilité d'intégration. Alors la personne peut avoir un choc vagal, c'est-à-dire qu'elle peut perdre connaissance. Elle peut entrer en crise de nerfs. Elle peut pleurer. Elle peut refuser totalement la nouvelle et se créer un monde où la nouvelle est exclue. Lorsque l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale, c'est-à-dire avec la conscience inexpérimentée, lorsque l'homme entre en contact avec une connaissance instantanée qui lui permet de tout savoir ce qu'il a besoin de savoir lorsque cela est utile, l'ego de l'homme, la parcelle de l'homme qui ne jure que par l'expérience, se voit complètement démuni, se voit frustré de tous les
de tous les temps énergétiques qu'elle a mis pour accumuler une connaissance expérientielle, une mémoire, une expérience, et elle découvre qu'elle a perdu sa vie ou ses vies parce qu'elle ne pouvait pas reconnaître la puissance d'une connaissance instantanée. Alors évidemment, lorsque l'initiation solaire frappe une personne qui n'est pas prête, celle-ci brûle, alors celle-ci peut disparaître biologiquement, c'est-à-dire qu'elle disparaît, elle est presque désintégrée, disons. Elle peut aussi avoir une transformation neuronique perturbatrice, elle peut devenir psychiatrique, elle peut devenir folle, elle peut retomber en enfance, elle peut interpréter, intellectualiser ce contact limité de l'énergie supramentale et en faire un contact avec un Dieu particulier. Alors elle peut se croire messager d'un Dieu. Elle peut aussi transformer ce contact supramental en un contact extraterrestre. Alors elle peut encore se croire messager d'extraterrestres. Alors il y a plusieurs mécanismes de protection de la psychologie chez l'homme contemporain qui lui permet aujourd'hui de pouvoir entrer en contact avec cette conscience nouvelle sans pour cela nécessairement trop le perturber. Alors on sait, enfin certains savent, que lorsqu'ils ont fait mon séminaire, le séminaire sur l'homme nouveau, le séminaire PMC1, lorsqu'ils viennent, ils posent des questions, ils demandent qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'ils partent, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, mais ils savent qu'il s'est passé quelque chose. Certaines personnes viennent me revoir par la suite et voient chez eux un immense changement auquel ils ne peuvent donner de nom. Alors, ils essaient de se référer à des choses qu'ils ont déjà expérimentées. Et ils ne trouvent rien chez eux. La conscience nouvelle, il faut comprendre que l'énergie supramentale, elle se trouve partout. Mais elle se trouve surtout là où il y a des personnes pour capter l'énergie supramentale. Et il se trouve aussi qu'il y a des personnes aptes à capter l'énergie supramentale là où il y a de l'énergie supramentale. C'est-à-dire que la nouvelle conscience se trouve là où il y a des personnes pour l'exprimer, vérité de la palisse, et qu'il y a des personnes pour exprimer cette nouvelle conscience là où il y a cette nouvelle conscience. Il faut aussi comprendre que plus il y a d'individus qui se réunissent dans cette nouvelle conscience, plus il y a d'énergie attirée par ce foyer d'attraction, et automatiquement, plus cela devient facile pour les capteurs d'énergie, c'est-à-dire pour les hommes, les femmes et les enfants nouveaux. L'initiation solaire est quelque chose que nous abordons en PMC6. Lors de la dernière conférence spéciale, celle de dimanche dernier, on a passé 2 heures à amener lentement la possibilité d'exprimer ce que pourrait être cette initiation solaire. Là où l'homme devrait être capable de voir en face à face les parties illusoires de sa propre personnalité et de voir en face à face les parties réelles de sa personnalité. C'est-à-dire que l'homme ancien ou l'homme psychologique doit se dissocier de l'homme réel ou de l'homme nouveau pour pouvoir contempler ce qu'il a toujours voulu être, mais ce qu'il ne pourra jamais être. Donc, lorsque l'initiation solaire apparaît chez l'individu, celui-ci accomplit instantanément une mortalité psychologique totale. En même temps, il accomplit une naissance d'homme nouveau, c'est-à-dire que l'être accepte de mourir pour laisser son esprit s'exprimer par lui. Lorsque nous employons le mot mortalité, c'est un mot qui est faux et qui est vrai. Parce que lorsque la psychologie perd l'apanage de s'exprimer dans la conscience de l'homme, elle est morte. Lorsque l'homme dort, l'homme est mort. Une autre forme de psychologie vient s'exprimer chez lui. Lorsque l'homme est en colère, le même homme pacifique est mort et c'est l'homme colérique qui s'exprime. Lorsque l'initiation solaire apparaît, c'est extrêmement douloureux pour une personne qui n'est pas prête parce qu'elle voit les choses telles qu'elles sont. Et on va revenir sur les différents mécanismes, disons les différentes marches à monter ou qui seront montées par les personnes qui, présentement ou qui en 1986, auront cette faculté d'intégrer cette conscience nouvelle. Maintenant, de 1969, on va dire, jusqu'à l'aube des années 80, là, il y a donc eu, si je comprends bien, comme une espèce de phase préparatoire où l'homme devait vivre des ajustements vibratoires de ses corps pour pouvoir endurer en quelque sorte l'énergie supramentale, un peu comme des fils qui doivent supporter un courant de haut voltage. Il est nécessaire de fabriquer une gaine autour et de les renforcer, c'est ça. Mais il n'y a pas de mesure
pour chacun de nous, on ne peut pas mesurer cette avance ou dans cette intégration de l'énergie. On ne peut pas dire, bon ben, telle année, 69, 70, 71, ça a été ceci, cela qui a été vécu par tous ceux qui ont été contactés par cette énergie-là. Il n'y a pas de mesure. Tout dépend de la matière première. Donc, tout dépend de l'homme. À l'époque où, en 1969, l'énergie supramentale a surtout touché le Québec. Il faut bien comprendre que des précurseurs sont passés avant nous pour préparer le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont instruit les plans astraux, ils ont instruit l'âme planétaire de façon à ce que celle-ci accepte, sans trop de violence, la naissance d'hommes nouveaux. D'autres personnes par la suite sont passées encore avant moi et ont souffert, ont passé par des initiations solaires obligatoires, obligées, avec une reconstitution vitale de leur corps physique et de leur corps neuronique, de façon à ce que malgré leur impréparation, ils puissent arriver à cette conscience nouvelle. Et il y a eu 2 personnages sur la planète, dont l'un est québécois. Suite à cela, le travail, pour moi, pouvait commencer. D'ailleurs, je ne suis pas venu au monde un peu plus tard pour rien, parce que j'ai besoin d'avoir une certaine jeunesse pendant un certain laps de temps pour pouvoir me permettre d'accomplir ce que j'ai à faire. Et ces personnes ont préparé le terrain. Présentement, moi, je prépare aussi un terrain pour la venue de d'autres personnes qui auront plus de facilité à pouvoir s'exprimer pour la simple raison que le karma nécessaire qui doit être balayé par le passage de certains bulldozers supramentaux ou antennes supramentales ou ajusteurs collectifs, comme moi et comme d'autres, aura été fait. L'énergie supramentale, c'est un terme nouveau pour beaucoup de personnes ici au Québec. La conscience nouvelle est un terme peut-être plus approprié. Mais qu'est-ce qui détermine la conscience nouvelle chez l'homme et qu'est-ce qui détermine la conscience ancienne? Je disais dernièrement que l'homme ancien avait une conscience localisée, une conscience locale, c'est-à-dire qu'il a conscience de lui ou d'une partie de lui. Et lorsque cette conscience tend à s'étendre, non pas uniformément, il peut prendre conscience de sa famille. Alors lorsqu'on touche à un membre de sa famille, c'est comme si on touchait à lui. Et on a différentes races qui ont effectivement une conscience familiale beaucoup plus étendue que le Québec. Lorsque cette conscience, non pas uniformément, continue à s'étendre, on peut avoir une conscience politique, une conscience professionnelle, une conscience nationale. Encore là, on exclut le reste. Et cette conscience reste une conscience localisée. Lorsque l'homme nouveau commence à apparaître, lorsque la nouvelle conscience tend à s'exprimer chez lui, il sait, non pas intellectuellement, non pas parce que Radio-Québec l'a annoncé, il sait qu'il appartient, qu'il vit sur une planète semi-sphérique, sur laquelle évoluent d'autres personnages avec lesquels il peut avoir des relations ou avec lesquels il peut ne pas en avoir. Cet homme qui a une conscience non plus locale mais planétaire peut se permettre, ayant cette conscience planétaire, d'entreprendre un travail qui sera plus vaste que le travail planétaire, c'est-à-dire qu'il pourra entreprendre un travail extraplanétaire. Automatiquement, l'homme a l'accès à une conscience nouvelle, à une conscience extraterrestre. Qu'est-ce que moi je veux dire, qu'est-ce que je désigne par conscience terrestre et par conscience extraterrestre? Le terme extraterrestre a été charrié par les petits bonhommes verts. Et j'ai déjà conté l'histoire de ce bonhomme vert qui était un petit singe qu'on avait tué, peinturé en vert, auquel on avait planté 2 clous dans le crâne, et qu'un barbier au Mexique s'était servi pour attirer de la clientèle. La conscience planétaire est une conscience qui est tributaire de l'expérience de l'humanité sur cette planète, dans le temps et dans l'espace. Cela veut dire que la conscience planétaire se réfère constamment à l'expérience de l'homme dans le passé, à l'expérience historique de l'homme et à l'expérience présente de l'homme. Alors l'homme essaie donc d'expliquer le présent, l'actuel, à partir de ce qui s'est déjà fait. C'est l'expérience, c'est l'histoire et c'est la conscience planétaire. L'homme qui se réfère à cette conscience expérientielle, à cette conscience mémorielle de la planète, ne peut pas, il ne peut d'aucune façon expliquer quelque chose de neuf. Étant donné qu'il se réfère à ce qui s'est déjà passé, il ne peut expliquer que des choses qui peuvent faire référence au passé de l'homme. Les choses sont neuves. Lorsque la conscience nouvelle aura été expérimentée par suffisamment d'individus, elle appartiendra à la conscience planétaire.
Et là, ceux qui ne peuvent pas voir pourront, par la manipulation du sommeil et du rêve, éveillés ou endormis, connaître cette nouvelle conscience. La conscience extraterrestre, la conscience supramentale ou la conscience nouvelle est une conscience qui ne fait pas référence à l'expérience de la planète. Ce qui permet à l'homme qui a cette nouvelle conscience de pouvoir comprendre, de pouvoir vivre la compréhension de ce qui se passe chez la planète. Qu'est-ce que c'est la conscience? Et comment pouvons-nous intégrer cette conscience? On ne peut pas décider d'intégrer. Lorsque j'explique des mécanismes, c'est pour que, lorsque vous allez comprendre, l'ego puisse plus facilement s'adapter à votre transformation. Lorsque l'énergie descend, lorsque l'énergie s'exprime, lorsque l'énergie voyage, et quelle que soit l'énergie, appelez-la Dieu, appelez-la le Nazaréen, appelez-la supramentale, appelez-la ce que vous voulez. Lorsqu'une énergie traverse notre univers, et notre univers est existentiel que parce qu'il est régi par le temps et par l'espace. À un moment donné, je reviendrai sur ce qui n'existe pas, l'autre côté de la sphère spatio-temporelle. Lorsque l'énergie est reflétée, lorsque l'énergie est réfléchie par le temps et par l'espace, cela crée la matière. Lorsque la même énergie peut s'appuyer sur la matière, cela va créer l'atomicité de la matière, c'est-à-dire que cela va créer une orchestration vitale, énergétique, électromagnétique, électrique, atomique de la matière. Cette matière, lorsqu'elle reflète, lorsqu'elle réfléchit, l'homme moderne va dire, lorsqu'elle pense. Lorsque cette matière réfléchit l'énergie intelligente, il crée l'énergie vitale, il crée l'éthérique de la matière. Lorsque cet éthérique vital est capable de réfléchir l'intelligence, il va créer la vie. Lorsqu'une énergie animatrice de matière est capable, par son évolution, de réfléchir l'énergie intelligente, il va créer l'âme de l'homme, ou l'âme d'une plante, ou l'âme d'un animal. Lorsque cet embryon d'âme va être capable de réfléchir, on va assister à la naissance d'une pensée subjective. Nous sommes rendus à l'homme. Cette pensée subjective qui va réfléchir, c'est-à-dire qui va servir de miroir pour permettre l'expression sur le miroir de l'énergie, va exprimer l'énergie selon la perfection du miroir. Alors lorsque le bas astral, lorsque le bas âme, lorsque le début de la psychologie de l'homme, lorsque la pensée subjective réfléchit, elle va émettre ce que l'homme appelle les désirs. Lorsque la pensée de désir peut réfléchir, c'est-à-dire lorsqu'elle est capable d'exprimer sur elle l'intelligence, cela va créer les peurs, le désir d'avoir et le désir de ne pas perdre, donc la peur. Lorsque cette énergie va être suffisamment réfléchie chez l'homme, on va assister à la naissance d'une pensée spirituelle. Toujours la même forme d'énergie, toujours l'intelligence de l'homme ou l'intelligence de Dieu, qui se réfléchit chez l'homme, permet l'apparition d'une expression colorée de cette énergie, colorée par ce qui va la réfléchir. Lorsque la lumière n'est réfléchie par aucun obstacle, vous ne la voyez pas. Et pour pouvoir prendre conscience de la lumière, elle doit être réfléchie par quelque chose. Et la lumière blanche, lorsqu'elle est réfléchie par un mur, le mur va prendre la couleur de ce qu'il permet comme réflexion de la lumière blanche,
Donc le mur va colorer cette lumière. Alors l'homme qui voit le mur va dire, il est rouge ou il est bleu. Et il parle de la lumière qui est réfléchie par l'obstacle. Vous savez que dans l'espace, lorsque l'on regarde une navette ou un astronaute qui flotte, on ne voit que du noir. Il n'y a pas de lumière apparente, même si les photons lumineux inondent l'espace. Et lorsque nous plaçons une navette, une capsule, un astronaute, nous voyons les couleurs de son uniforme. C'est la même chose pour l'homme. Lorsque un être humain réfléchit l'intelligence, vous voyez la réflexion. Et vous pensez que l'homme est ce que vous voyez, alors que l'homme exprime ce qu'il peut exprimer. L'homme réfléchit comme il peut réfléchir. Lorsque cette pensée spirituelle essaie de comprendre ce qu'elle réfléchit, lorsque cette pensée spirituelle va réfléchir sur les mécanismes qui se passent chez elle, elle va créer des explications qui vont être en concordance, en résonance, en harmonie avec le degré de dégradation de la réflexion de l'intelligence. Alors, on va créer des religions. Alors, on va créer des concepts moraux. Alors, on va créer différents mécanismes qui permettent à l'ego qui réfléchit de pouvoir s'imaginer qu'il rayonne. Et comprenez bien qu'il y a une différence majeure entre réfléchir et rayonner. Lorsque l'homme pense, il réfléchit. Et lorsque je dis que l'homme ne pense pas, mais qu'il pense, c'est que l'homme s'imagine être le foyer desquels vont partir les énergies de sa réflexion. Alors qu'en réalité, l'homme ne fait que réfléchir l'énergie intelligente. Dans l'antique religion, on dit que Dieu est dans l'homme. Ça ne peut être autrement. Et l'ego réfléchissant ce qu'il appelle Dieu, croit qu'il est en contact, qu'il a toujours été en contact. Et lorsque je dis que l'homme doit évoluer pour arriver à un nouveau contact, c'est que l'homme doit parfaire la surface sur laquelle l'énergie est réfléchie. Donc, l'homme doit réfléchir suffisamment pour que, à la longue, l'énergie qui est réfléchie puisse polir l'endroit sur lequel elle se réfléchit. Plus l'homme réfléchit, plus l'homme réfléchit. Et plus l'homme réfléchit mieux. Et plus l'homme réfléchit mieux, plus l'homme découvre qu'il ne réfléchit pas, qu'il ne pense pas. Lorsque cette pensée spirituelle arrive à un point tel qu'elle s'est suffisamment identifiée, elle dit « je pense, donc je suis ». Pense, donc elle n'est pas. Elle n'est pas vivante. Les seules choses qui lui permettent de réfléchir convenablement à l'intelligence sont sa mémoire, c'est-à-dire son expérience mémorielle. Et cette expérience mémorielle fait office d'un miroir qui n'est pas parfait. Alors la même énergie descend partout chez vous et vous avez tous des réflexions différentes, réflexions créées par la différence de vos miroirs, c'est-à-dire par la différence de votre psychologie, par la différence de votre ego, par la différence de votre expérience. Vous ne pouvez réfléchir de la même façon parce que vous n'avez pas exactement la même expérience. Étant donné que l'homme se réfère à l'expérience collective, étant donné que l'homme se réfère à l'expérience planétaire, étant donné que l'homme est instruit par la collectivité, il ne peut quand même faire autrement que d'avoir une réflexion qui aura une concordance similaire avec la réflexion des autres, même si elle est quelque peu différente. De ce fait, on assiste à la naissance d'une conscience collective, d'une réflexion collective. Alors l'homme pose les mêmes questions, l'homme pose les mêmes questions que tout le monde, l'homme se pose les mêmes questions que tout le monde se pose. Lorsque l'évolution de cette conscience
spirituelle est suffisamment avancée, on assiste à la naissance de l'intellect. Lorsque l'énergie est reflétée par l'intellect, il est ajusté pour ne pas détruire l'ego, pour ne pas détruire l'identification dans le miroir, pour ne pas détruire celui qui pense penser. Lorsque l'énergie intelligente est suffisamment reflétée par l'intellect, on assiste à la naissance de ce que l'homme ésotérique appelle le corps mental. Alors on peut assister à la naissance d'une pensée objective. Une pensée qui permet à l'ego, une pensée qui permet de réfléchir tout le contexte planétaire d'une façon pure, impeccable et incolorée. L'homme voit les choses telles qu'elles sont. Lorsque le mental est suffisamment poli par la réflexion de l'énergie supramentale ou de l'énergie intelligente, cette énergie se reflète purement. Alors l'homme assiste à la création d'une nouvelle conscience, à la création d'un corps nouveau, un corps supramental ou un corps éthérique. Si ce que je dis paraît quelque peu compliqué, c'est parce que je résume relativement brièvement les mécanismes qui permettent à l'homme de quitter l'endroit sur lequel il est venu se placer pour pouvoir permettre l'arrêt de l'involution de notre univers. L'homme réfléchit. Et lorsque plusieurs êtres humains réfléchissent la même idée en même temps, c'est qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que le miroir qu'ils ont pris pour réfléchir l'intelligence était similaire. Pourquoi, à un moment donné, n'avez-vous pas telle idée géniale? Et pourquoi l'avez-vous après, quand elle n'est plus applicable? Pourquoi, lorsqu'une personne est émotive, malmenée par une expérience, a-t-elle de la difficulté à réfléchir convenablement pour pouvoir avoir la solution? Parce que le miroir qui permet la réflexion étant perturbé par son émotivité, elle est inapte à fonctionner. Alors dans ce cas, on fait référence à quelqu'un d'autre, on demande un conseil. Et l'autre personne qui n'est pas perturbée par nos propres ennuis a la possibilité de réfléchir plus parfaitement. Maintenant, son miroir réflecteur, son ego, sa psychologie, n'est pas nécessairement parfaite. Et la réflexion qu'elle va donner, quoique meilleure que celui qui est mal pris, n'est pas nécessairement la solution idéale. Lorsque l'homme commence à toucher à cette conscience nouvelle, lorsque l'homme commence à intégrer cette conscience nouvelle, il se passe des choses chez lui. Il se passe des choses que l'homme ne peut pas connaître. Parce qu'étant donné que l'homme réfléchit d'une façon colorée, d'une façon perturbée, la connaissance parfaite qu'il reçoit, il ne peut comprendre les mécanismes nouveaux qui se passent chez lui. Les premières choses qui vont se passer lorsque l'homme va intégrer la nouvelle conscience ou l'énergie supramentale en 86 ou présentement, seront des manifestations perturbatrices au niveau du plan physique et au niveau du plan psychologique. Cela veut dire que de prime abord, l'homme, la femme ou l'enfant n'aura pas nécessairement conscience qu'il réfléchit différemment. Son corps physique va lui laisser des symptômes. Et ces symptômes pourront instruire l'ego que quelque chose se passe. L'ennui, c'est que l'ego réfléchit. Et l'ego, la psychologie de l'homme psychologique, l'homme ancien, l'homme irréel,
réfléchit d'une façon adaptée, donc colorée, des mécanismes authentiques qu'il perçoit. Et ces mécanismes, il va les réfléchir pour les exprimer dans le corps physique. Et la majorité des maladies sont une réflexion malpropre d'une mutation normale qui devra aboutir chez l'homme ancien pour lui permettre de devenir un homme nouveau. Ce qui fait que de prime abord, lorsqu'une personne commence à son insu à être intégrée à cette nouvelle conscience, elle aura des symptômes pathologiques similaires à tout ce que l'homme connaît comme maladie. La seule différence, c'est qu'il n'y aura aucun danger. L'homme qui réfléchit incorrectement l'intelligence supramentale pourra dire « Je suis malade, c'est parce que je me conscientise ». Il devra savoir qu'il peut être malade parce qu'il réfléchit mal et qu'il aura peut-être besoin d'un médecin. Tandis que l'homme qui a une forme de pathologie, parce qu'il se conscientise, n'aura pas besoin de médecin. Aucun médecin ne pourra comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas de l'ordre d'une manifestation réfléchissante de l'ego, mais c'est l'expression d'une réelle transformation dans la molécule atomique de l'homme, donc dans son corps physique. Les manifestations psychologiques perturbatrices du début seront premièrement un manque d'énergie, pour certains, manque d'énergie psychologique, puis d'intérêt. Elles peuvent être aussi une oblitération des mémoires. On ne se rappelle plus où on reste pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pendant quelques années. On oublie des choses et tout d'un coup on fait des choses extraordinaires. Et c'est à cette étape de la conscientisation que les mécanismes récupérateurs de l'astral collectif, de la société, de votre famille, de vos amis, de vos compagnons de travail, de vos élèves, de tout le monde, pourront essayer de pénétrer chez vous pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas normal. Et étant donné que l'homme veut bien réfléchir comme tout le monde, l'homme veut réfléchir en collectivité, que l'homme veut être normal, cela peut affecter suffisamment un homme transitif pour qu'il décide de rester encore un peu de temps homme ancien. La deuxième apparition de l'intégration de la nouvelle conscience se fera lors de vos périodes de repos, lors de vos périodes de sommeil, lors de vos rêves. Certains qui se rappellent toujours de leurs rêves ne s'en rappelleront plus. D'autres vont commencer à s'en rappeler, alors qu'ils ne s'en rappelaient jamais. Les périodes de sommeil seront étirées sans nécessairement amener du repos, ou elles pourront être réduites sans nécessairement empêcher le repos. À ce stade, l'homme ne sait toujours pas qu'il est en train d'acquérir une nouvelle conscience. Les transformations qui s'opèrent chez son corps ne sont pas perçues par sa psychologie évolutive parce que ces transformations n'ont jamais été expérimentées, donc la psychologie les ignore. Elle essaie de les intégrer à des mécanismes de nourriture. Donc la personne va changer de régime alimentaire. La personne va essayer les vitamines. La personne va essayer le végétarisme. La personne va essayer la viande. La personne va essayer le jeûne. Et ça ne fonctionne pas. La personne va changer de religion. Parce que dans ses rêves, on lui dit des choses. Et ça ne donne aucun résultat. Cette personne ne sait pas. Mais elle va savoir. La troisième étape sera celle où l'homme va commencer à entrevoir chez lui une biconscience. Une conscience duelle, une conscience double. Une conscience émotive et une conscience intellectuelle. À ce stade, l'homme ignore toujours qu'il est en train d'accéder à cet état de nouvelle conscience. Mais l'homme va prendre conscience quand même chez lui
qu'il a la faculté de raisonner émotivement et qu'il a la faculté de raisonner intellectuellement, c'est-à-dire logiquement. À ce stade, l'homme peut entrer en conflit à l'intérieur de lui, conflit où l'intellect, où la logique essaiera d'écraser l'émotion. La logique n'écrasera jamais l'émotion de l'homme. Et l'émotion qui a réussi à enterrer la logique de l'homme ne pourra plus le faire. L'homme poursuit son intégration de cette nouvelle conscience, toujours à son insu. Et il commence à découvrir les mécanismes de la manipulation. Parce que l'homme a un corps mental naissant, un intellect logique, lui permettant de voir les choses, non pas nécessairement comme elles sont, mais de plus en plus comme elles sont. Alors l'homme va se dire, je savais que je ne devais pas faire telle chose, et je l'ai faite. Je l'ai faite parce que j'ai eu peur. Je l'ai faite parce que je voulais faire plaisir. Je l'ai faite parce que je désirais que ça marche, même si je savais que ça ne pouvait pas marcher. Alors l'homme connaît donc le conflit qui l'habite, et l'homme arrive à découvrir ce mécanisme de la manipulation de son émotivité sur son plan de conscience mentale ou objectif. L'homme, suite à cela, découvre qu'il n'est plus normal. Il découvre qu'il voit des choses plus clairement. Et il vit un mécanisme de choc. Alors va commencer pour l'homme qui intègre cette nouvelle conscience une période où il vivra des chocs. Et ces chocs seront vécus en proportion avec la résistance que l'homme, que l'ego, que la psychologie, que la mémoire, que la tradition, que l'enseignement, que l'éducation va apposer ou opposer à cette nouvelle conscience. Le premier choc, c'est de voir clair des choses et de découvrir que les autres ne peuvent pas voir clair la même chose. Alors on se dit, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas comprendre? C'est pourtant évident. Ça n'a pas été évident pour vous jusqu'au jour où cela a été évident. Et c'est la même chose pour les autres. À ce stade, la personne peut être récupérée encore par les mécanismes traditionnels de l'assujettissement collectif et elle peut se lancer en mission pour faire découvrir aux autres le petit peu qu'elle a entrevu. Alors, encore une fois, elle va étirer son temps. Lorsque la personne poursuit son cheminement de choc en choc, elle découvre des choses et chaque fois qu'elle découvre quelque chose clairement, une partie de sa mémoire se voit transformée. Et lorsque la mémoire refuse la transformation, il y a la souffrance mentale chez l'homme, il y a la souffrance psychologique chez l'homme, et il y a choc. Ce n'est pas nécessaire que ces chocs soient durs. Ça dépend de l'homme, ça dépend de vous. Après ce stade des chocs, l'homme découvre ce qu'est le temps. Et l'homme acquiert enfin ce qu'il a toujours recherché comme une vertu, la patience. L'homme va être capable d'observer l'extérieur et de le voir tel qu'il est. Il n'y a plus de choc. L'homme a donc intégré l'extralucidité, c'est-à-dire que l'homme est en voie de se désassujettir complètement de toutes les formes de manipulation planétaire reliées à l'évolution de l'homme sur cette planète. Lorsque l'homme est capable de voir les choses telles qu'elles sont, comme Krishnamurti les a vues, comme Sri Aurobindo les a vues, comme Mère l'a vu, comme d'autres avant, et d'autres présentement peuvent voir les choses. L'homme quitte cet état de conscience locale parce qu'il ne peut plus s'identifier à une seule partie de l'humanité, parce qu'il ne peut plus s'identifier à une seule partie de l'univers. Alors automatiquement, la conscience collective réfléchit quelque chose de neuf. Alors à partir d'une certaine année,
On parle de 1969. La réflexion collective se voit transformée et, régie par des intelligences supramentales, on éduque l'homme ancien à se préparer à vivre des chocs, mais de façon à ce que ces chocs soient un peu moins violents que ce qu'ils auraient pu être. Alors on va créer des films, on réfléchit. Alors on va créer des émissions de télévision où la conscience extraplanétaire de l'homme peut commencer à entrevoir une expression. Et c'est pourquoi, suite à ces étapes, la réflexion collective produit des films comme Rencontre du troisième type, comme E.T., comme La guerre des étoiles, comme Galactica, comme Dune, comme tant d'autres, pour obliger l'homme à se préparer à quelque chose qu'il a appris, mais qu'il ne sait pas. Lorsque l'homme arrive à cette conscience nouvelle, l'homme approche de ce savoir instantané, l'homme commence à savoir, et l'homme n'a plus besoin d'apprendre. Les mécanismes de l'intégration de la nouvelle conscience ou de l'énergie supramentale se font à l'insu de l'homme ancien. Et c'est pourquoi lorsque j'en parle, beaucoup sont réticents. Ce sont des mécanismes qui présentement sont compris par ceux qui ont fait un bout de chemin vers cette nouvelle conscience. Et ceux qui ont fait ce bout de chemin ne sont pas plus évolués que ceux qui ne l'ont pas fait. Il n'est pas question d'évolution dans la phase du contact. Ceux qui sont venus au monde avant les autres sont-ils plus évolués? On sait que non, et que c'est souvent l'inverse. Il est bien évident que l'enfant de 7 ans est plus évolué que l'enfant qui n'est pas constitué. Mais lorsque l'enfant naît, il a déjà plus d'évolution que l'enfant de 7 ans, même si l'enfant de 7 ans l'a devancé. Je dis ceci pour la réflexion déformante de l'homme ancien qui voit toujours que celui qui atteint le premier quelque chose est supérieur. Et comme l'homme ancien ne peut souffrir l'infériorité ni la supériorité, parce qu'il est collectif, donc tout le monde doit être égal, ce simple mécanisme peut l'empêcher de comprendre des choses claires, faciles et limpides. Il n'y a plus d'évolution pour l'homme. Je parle évidemment du Québec ésotérique et du continent nord-américain. L'homme se dirige vers un contact avec cette énergie supramentale, un contact avec cette nouvelle conscience. Plusieurs choses que je vais expliquer ne peuvent pas être comprises pour la simple raison que l'homme ancien et l'homme transitif restent attachés, accolés à une conscience locale. Lorsque je parle de la planète, ça fait drôle chez l'homme ancien, chez l'homme transitif. Parce qu'il a une conscience locale. Par contre, si je parle de sa rue, il va pouvoir suivre. Si je parle d'un parti politique dans lequel il vit, il va pouvoir suivre. L'homme est sur un immense vaisseau spatial. Immense. Tellement immense qu'on le croit plat. Qui tourne. Sans haut, sans bas. Et qui voyage autour d'un soleil qui lui-même voyage autour d'une galaxie en direction du centre de cette galaxie. Et cette galaxie tourne. Et l'homme est dessus. L'homme nouveau ne peut plus ignorer qu'il est sur une planète. L'univers, ça existe. Et même si l'homme est une expression apparemment réduite de l'univers, ça n'empêche pas que l'univers existe et que l'homme en fait partie. L'intégration se fait à l'insu de l'homme, à l'insu de la femme, à l'insu de l'enfant, jusqu'au moment donné où l'homme commence à vivre des chocs. Et lorsque l'homme commence à vivre
la phase des chocs. Il n'a plus le choix. Il ne peut plus reculer. Et là, l'homme va commencer à comprendre ce que je dis. L'homme va commencer à comprendre qu'il ne réfléchit pas nécessairement comme il pourrait le faire. Et l'homme va surtout comprendre qu'il ne pense pas, qu'il pense, et qu'il réfléchit des énergies intelligentes, et que lorsqu'il sera capable de la réfléchir convenablement, alchimiquement, on fait référence au charbon, qui est du carbone pur, et qui est totalement opaque au passage de la lumière. Et que le même carbone pur, lorsqu'on l'appelle diamant, laisse passer la lumière. Et on sait aussi que le charbon, ce carbone pur noir, s'effrite dans nos mains, tandis que le diamant, ce carbone pur translucide, est presque indestructible. C'est une référence matérielle au phénomène de la réflexion, du réfléchissement. Lorsque le charbon dans l'homme réfléchit la lumière, il la voit noire. Et il est convaincu que lui émet cette lumière. Lorsque le diamant réfléchit la lumière, il ne peut même pas percevoir cette lumière parce qu'elle passe au travers de lui sans qu'il puisse l'expérimenter. Alors, il ne dit pas « je pense, donc je suis ». Il est là, mais il ne le sait pas. Autrement dit, il est mort. Donc, si j'ai bien compris, on ne peut pas évaluer d'une façon chronologique notre avancement dans cette conscience ou notre faculté d'intégrer cette énergie. Ça ne peut pas se faire d'une façon chronologique, mais comme tu le décrivais, il y a donc des étapes, il y a donc un cheminement parallèle. Autrement dit, ce que tu vis toi aujourd'hui, d'autres vont le vivre demain, par exemple, d'une façon assez similaire. Ils vont passer par ces mêmes genres d'étapes. Est-ce qu'on peut? Alors une première question ici, on te demande, est-ce que les étapes doivent venir dans l'ordre que tu as donné ou peuvent-elles être d'ordre différent? Bon, premièrement, les étapes peuvent être divisées en différents sous-étapes. Et l'ordre, c'est un ordre habituel. Il y a des personnes qui vont vivre le même genre d'étapes dans un ordre quelque peu différent. Chose qui est certaine, c'est que les perturbations primaires au niveau du plan physique, au niveau du plan de la psychologie, si elles ne sont pas suffisamment puissantes, peuvent passer inaperçues à l'ego. Alors la personne peut penser ne pas avoir eu de perturbation, ou elle a pensé que c'était directement relié à des pathologies physiques. Alors ce n'est pas nécessairement le même ordre, quoique normalement c'est l'ordre par lequel va passer l'être qui se conscientise. Question concernant l'année 86. Un astrophysicien français qui est au Québec actuellement a dit il y a 2 semaines à la télévision qu'il serait dangereux pour nous, Québécois, de voyager en Europe à partir de janvier 86. Qu'en penses-tu? Crois-tu que cela soit dangereux pour nous vraiment? Effectivement, pour le Québécois qui fait partie de ce monde du Québec ésotérique, plusieurs endroits sur la planète vont commencer à être dangereux à partir de 1986. Maintenant, il faut bien comprendre les différents dangers. À ce sujet, d'ailleurs, je fais une conférence en janvier qui s'intitule « Le travail planétaire », sur lequel, justement, je vais aborder les régions qui vont encore être foulées par certains Québécois dans le but d'opérer certaines transformations à l'échelle de la planète. Et il y a des régions qui énergétiquement deviennent inférieures en vibration, en qualité et en quantité que ce que le Québec peut donner aux êtres humains qui vivent dessus. Autrement dit, lorsque vous allez dans une région qui est supérieurement énergisée, vous en bénéficiez. Et lorsque vous allez fouler le sol de régions qui sont
suffisamment énergisé par rapport au sol que vous avez quitté, alors vous allez vous faire têter en énergie, c'est-à-dire que cela devient dangereux pour celui qui y va. Il y a évidemment des mécanismes que j'ai abordés de temps en temps au niveau des conférences et que nous abordons aussi au niveau des PMC, qui permettent à l'homme de pouvoir conserver son énergie, que ce soit de l'énergie physique, vitale, psychologique, émotive, astrale ou mentale, de façon à pouvoir lui permettre de parcourir n'importe quel sol, de traverser n'importe quelle foule et de rencontrer n'importe qui sans se faire sucer son énergie par une personne qui en a besoin. Alors, prochainement, et plus cela va, plus certains pays, des anciennes sources d'énergie, là où les humanités blanches, les différentes sous-races de notre race blanche, neurologiques qui n'ont pas cutané, ont vu le jour, perdent en énergie parce que la Nouvelle Terre, les Amériques, et surtout le Québec, ésotérique, pour des raisons que j'ai déjà énumérées dans des conférences antérieures, ces régions perdent énormément d'énergie et se voient obligées d'aller en quêter, d'aller en chercher, d'aller en voler ailleurs. Lorsque le Québécois énergétique va fouler certaines régions du globe, il risque de se faire vampiriser son énergie. Et le fait qu'un astrophysicien, il faut bien comprendre aussi que l'astrophysique est l'une des sciences qui se rapproche le plus de l'ésotérisme québécois ou du Québec. Alors l'astrophysicien français, ici, c'est de quoi il parle. Une question qui est en rapport avec la conférence spéciale que tu as donnée dernièrement. Est-ce qu'on peut la lire dans le cadre d'une conférence publique? Ok. Est-il vrai qu'un peuple doit disparaître, comme certaines tribus indiennes du Pérou, pour laisser la place à un autre peuple que les extraterrestres amèneraient là, à cette place où il n'y a pas de magnétisme, à la frontière Pérou-Bolivie? Est-ce pour cela les couloirs d'énergie dont tu as parlé à la conférence spéciale? Donc, ta question était si tu pouvais la lire. Oui, mais je réponds pas ici. Peut-on s'attendre à des événements particuliers au Québec en 1986 concernant l'évolution vers le contact supramental? Des événements particuliers. Bon, alors évidemment, si je réponds oui, cela peut plaire à différents égos qui s'attendent à des apparitions miraculeuses de différentes choses. Si je réponds non, cela pourrait frustrer certains égos qui sont presque en voie d'arriver à certains contacts supramentaux, contacts de base, contacts colorés dans le début. De toute façon, depuis 1969, à l'échelle de la planète, il se passe des choses originales pour l'homme ancien, attendues, conventionnelles, normales, prévues pour l'homme nouveau. Alors, en 86, on aura au Québec un peu plus de personnes nouvelles qui vont commencer à prendre la parole. Et on verra aussi un changement progressif dans la mode psychologique, un commencement progressif. Cela va pouvoir s'étirer sur 87, 88, 89. Un commencement progressif au niveau du changement de la mode de la collectivité. Alors les idoles vont changer, les leitmotifs spirituels vont se mentaliser, la politesse va être intégrée d'une façon différente, la mode vestimentaire va aussi être adaptée à la psychologie nouvelle. Et il y a plusieurs mécanismes d'une très grande envergure qui vont commencer à s'opérer en 1986. Et on verra aussi l'arrêt de diffusion de connaissances par certains conférenciers. Alors 1986 réserve énormément de surprises. Je ne veux pas élaborer dessus parce que ma fonction n'est pas de prophétiser. Et l'homme doit savoir en temps et lieu ce qui se passe. Tu as parlé de l'évolution de 1969 à 1986. Est-ce qu'il y aura une évolution différente à partir de 86? La comète Halley aura-t-elle une influence sur cette évolution? Comme tout véhicule qui traverse une région énergisée, la comète de Halley traîne avec elle de l'énergie supramentale, des énergies extérieures à notre système solaire,
Et évidemment, la Terre va bénéficier en bien et en mal de cette énergie. La comète de Halley a surtout comme fonction de perturber les mécanismes de l'âme planétaire, les mécanismes astraux, qui sont régis par cette planète vibratoire, celle que l'astrologie connaît si bien. Alors, ce genre de choses, j'en ai parlé aussi la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Il faut bien comprendre aussi que la comète de Halley est une étoile, disons, qui a été aperçue 8 ans avant la naissance du Nazaréen et qui a servi à diriger ce que la religion condamne, 3 astrologues, connus sous le nom des rois mages. C'était des astrologues. 8 ans après, le Nazaréen, disons, non pas le Christ, mais le corps du Nazaréen naissait, donc en l'an 2 avant Jésus-Christ, pendant l'été. Et la comète de Halley a toujours été une entité cosmique, matérielle, qui, de par son voyage à travers notre galaxie, non pas elle ne connaît pas la galaxie au complet, mais elle sort de notre système de planètes, et lorsqu'elle revient, elle entraîne avec elle des mémoires de cette expérience qui viennent évidemment perturber en bien et en mal l'évolution de l'homme. Entre 1969 et 1986, il y a eu une évolution différente de ce qu'il y avait avant 1969. Ce genre de perturbation évolutive va se terminer après l'an 2000. Donc, on aura une poursuite normale. Il n'y aura pas de bloc successif à 1986. On va continuer ce qu'on a commencé depuis 1969. Des questions qui sont reliées un peu. À l'étape où tout nous indiffère, tu as fini en disant qu'il y avait danger de tout laisser tomber. Veux-tu élaborer? Ça m'intéresse pas, fait que je laisse tomber. Pourquoi continuer ce qui n'offre plus d'intérêt pour nous? Le mécanisme de cela. Bon. C'est que lorsque, évidemment, la personne qui pose cette question n'a sans doute pas perdu l'intérêt, comme je dis qu'une personne perd l'intérêt. Lorsque vous ne voyez même plus l'utilité de vous lever le matin, lorsque vous ne voyez même plus pourquoi vous allez travailler pour ramasser de l'argent, du papier, lorsque vous ne voyez même plus l'utilité de manger, de parler, de penser, là, on est dans cette étape. On est profondément entré dans cette étape. Évidemment, certaines personnes vont passer d'une façon plus à la surface. Pourquoi continuer ce qu'il n'y a plus d'intérêt pour nous? Le mécanisme de cela. Je dis bien que lorsque l'homme perd l'intérêt pour à peu près tout, si l'homme a la faculté de pouvoir mentaliser les mécanismes qui s'opèrent chez lui, même s'il n'a plus d'intérêt, il saura ce qu'il peut faire, ce qu'il doit garder et ce qu'il peut abandonner. Mais lorsque l'homme n'a pas la faculté de mentaliser, lorsque l'homme se dit « même le travail n'a plus de valeur, même ma femme, mes enfants ou mon mari n'ont plus de valeur, même mes amis n'ont plus de valeur, même mon auto, je la vends pour pas cher, même etc. » Lorsque l'homme cesse de manger, le mental n'entre pas en fonction. Et là, il y a un danger. La personne doit donc comprendre que c'est une phase temporaire, transitive, et elle doit continuer, elle doit persévérer à faire ce qu'elle a toujours fait, même si elle n'en voit plus l'utilité, l'importance ou l'attraction. Lorsqu'une personne peut mentaliser clairement, il y a des choses qu'elle devra abandonner. De toute façon, l'homme nouveau est un être qui devra naître. Donc, il devra, à un moment de sa vie, tout abandonner. Tout abandonner. Mais il abandonnera tout que lorsqu'il sera capable de naître. Tandis que l'homme ancien qui essaie d'imiter, parce qu'il réfléchit, lorsqu'on imite, on réfléchit. Parce qu'il réfléchit le vécu d'un autre, donc il l'imite, il ne peut pas arriver au même résultat. Parce que celui qui l'imite n'imitait personne. Alors lorsque l'homme croit qu'il doit tout abandonner, lorsque l'homme croit qu'il doit se mettre au monde, lorsque l'homme entre dans un trip spirituel comme tant en ont vécu, il passe complètement à côté de son chemin. Il vient un temps où pour une chose, on la remplace par une autre. Il vient un temps où toutes ces choses sont détruites, démolies, abandonnées.
Parce que nous sommes capables de rayonner nous-mêmes notre propre conception de ce que nous voulons être, c'est-à-dire en réalité que nous sommes capables d'exprimer totalement ce que nous sommes. Nous sommes capables de nous assumer. Alors, évidemment, une personne qui est capable de mentaliser les mécanismes qui s'opèrent chez elle lorsqu'elle perd de l'intérêt pour certaines choses, si vous aviez de l'intérêt pour les poissons rouges et ça vous tente plus, bon, faites-les cuire, mangez-les ou donnez-les à quelqu'un. Mais si vous perdez de l'intérêt pour vos enfants, faites-les pas cuire, mangez-les pas, donnez-les pas. Si vous perdez de l'intérêt pour votre emploi, ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas. Si vous en avez un meilleur ailleurs, parfait. Mais allez-vous-en pas sur le chômage, en espérant qu'à un moment donné, tout va s'arranger, ou sur le bien-être. Sachez une chose, c'est que l'homme nouveau qui espère que tout s'arrange, découvre que ce mécanisme d'espoir ne fonctionne que chez l'homme ancien. Il n'y a que l'être qui ne peut comprendre, qui va être apparemment aidé par l'intelligence. Mais l'être qui a la faculté d'exprimer l'intelligence, on le laisse libre, parce qu'un jour il va être capable de l'exprimer, cette intelligence. Mais si on vient penser pour lui, un tant soit peu, on le perd. Alors celui qui se dit, je vais attendre et à un moment donné ça va s'arranger, il va se faire arranger. Mais ça ne s'arrangera pas. Et plusieurs l'ont expérimenté à leur dépens. Lorsque vous perdez de l'intérêt pour des choses mentalement reconnaissables comme point vital ou vitaux, lorsque cela a de l'importance mentale pour vous, abandonnez pas. Et si vous n'êtes pas capable de le savoir, alors n'abandonnez rien. Parce que vous n'êtes pas en état de déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Simple. C'est facile. C'est dangereux. Autrement dit, à cette phase de désintéressement, il y a une phase de créativité qui lui succède où on est capable de s'évaluer et puis simplement de passer à l'action sur un autre niveau, un autre palier d'évolution. Il faut attendre ce moment-là. Oui, et lorsque la phase de créativité commence à apparaître chez l'homme qui n'a plus de goût, il doit faire attention pour ne pas se lancer sans mettre tous ses œufs dans cette phase de création et d'expression, parce que cette phase ne sera pas ajustée nécessairement avec la réalité qu'il vit. Alors il risque de tout perdre ce qui lui restait dans cette phase ascensionnelle de créativité. Alors lorsque la personne commence à vouloir créer, elle ne doit pas commencer à mettre toute sa sécurité financière ou toute son organisation matérielle sur cette phase de créativité parce qu'elle risque d'en payer les pots cassés. Sa créativité sera une créativité d'homme nouveau et elle ne sera aucunement ajustée à la créativité ou aux nécessités matérielles, industrielles, d'affaires de l'homme ancien. Et l'homme nouveau, créatif, vit dans un monde d'homme ancien. Alors si l'homme devient créatif, qu'il crée, mais qu'il poursuive son emploi, qu'il poursuive ce qu'il a commencé, tant que sa créativité ne sera pas sécuritairement capable d'assumer son rôle de pourvoyeur financier et matériel. Et ça, c'est drôlement important. Parce que celui qui est créatif doit avoir la faculté de créer. Celui qui n'a plus d'argent, qui n'a plus de matière, qui est dans la misère, même s'il a la faculté d'exprimer la créativité, il n'a plus de matière pour que celle-ci puisse prendre corps. Il ne peut plus exprimer sa créativité. Le peintre qui n'a ni toile, ni pinceau, ni peinture est un peintre. Mais on s'en fout. Quels seront les loisirs de l'homme nouveau et de la femme nouvelle? Sera-t-il encore question de plaisir? Ça dépend ce qu'on entend par plaisir. Des plaisirs qui ne sont pas catholiques. Des plaisirs qui le sont. L'homme nouveau, et ça c'est commencé chez beaucoup d'entre vous, orchestre sa vie en fonction de deux choses. Il orchestre sa vie en fonction de l'entretien de ce qu'il a, dans ce qui est utile. Et deuxièmement, il orchestre sa vie en fonction de l'amélioration de ce qui est utile. Les loisirs, l'amusement psychologique, c'est bon.
ça fait en sorte que l'ego peut fermer sa trappe. Ça replace différentes énergies. Il y a d'autres moyens que l'amusement psychologique pour faire ça. Et celui qui n'arrive pas par l'amusement psychologique à faire ce genre de travail doit le faire par le rabaissement vibratoire, par la drogue, la boisson, la musique et d'autres choses. Votre corps physique est important, il est utile. C'est par l'intermédiaire de votre corps physique que vous pouvez vous exprimer et que vous pouvez goûter à ce que l'antique religion appelle l'évolution. L'entretien, le premier loisir, doit servir à entretenir les outils qui vous permettent d'explorer, d'expérimenter, d'évoluer et d'entrer en contact, donc de vous libérer. Et ces outils sont utiles jusqu'au jour où ils ne le seront plus. Étant donné que l'homme ancien occupe ses loisirs en fonction de l'oubli, parce que le loisir de l'homme ancien est là pour permettre à l'homme ancien d'oublier qu'il existe, d'oublier son corps, d'oublier l'évolution, d'oublier les misères, d'oublier les souffrances, d'oublier la mort, d'oublier la vie, de tout oublier. L'homme nouveau orchestre ses loisirs en fonction de l'entretien de ses outils. Donc, l'homme nouveau commence par élaborer, par déterminer quels sont ses outils. Et ensuite, il organise ses loisirs en fonction de l'outil. Le loisir peut être, regardez, le hockey. On n'entretient rien. Le loisir peut être de jouer au hockey. Et là, on peut entretenir des outils. Alors évidemment, l'homme nouveau va orchestrer tous ses loisirs en fonction de l'entretien. L'homme ancien qui s'entretient a du plaisir dans l'entretien, mais il ne sait pas nécessairement ce qu'il fait. Faites de la raquette, faites du ski de fond, faites d'autres genres d'activités, ça entretient. Mais est-ce que l'homme ancien le fait pour entretenir ou s'il le fait pour passer le temps encore une fois et pour oublier? Alors lorsque l'homme nouveau fait la même activité que l'homme ancien dans le but d'entretenir ou d'améliorer, les résultats sont beaucoup plus probants, beaucoup plus rapides. Alors les loisirs, ce sera approximativement les mêmes loisirs que ce que l'homme connaît. Mais l'optique de la pratique de ces loisirs sera totalement différente. Je n'ai jamais entendu une conférence aussi bonne, j'apprends énormément. Mais j'ai des problèmes d'ordre physique, c'est une vraie farce. Tout arrive en même temps. Effectivement, aucun médecin n'y comprend rien. Peut-être est-ce que je peux associer ça à un changement génétique? En tout cas, de la manière qu'il écrit. Bon, premièrement, cette personne pourrait peut-être se référer, si elle veut en savoir un peu plus sur les problèmes pathologiques, à une conférence que j'ai déjà faite, qui s'intitulait, je crois, La guérison miraculeuse. Il faudrait vérifier. Dans laquelle j'expliquais les mécanismes de l'apparition des maladies. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des maladies qui sont d'ordre planétaire. L'homme est assujetti à un karma collectif planétaire. Il y a des maladies qui sont d'ordre physique, les accidents. Il y a des maladies qui sont d'ordre vital, celles qu'un magnétiseur peut guérir. Il y a des maladies qui sont d'ordre psychologique ou astral, celles qu'un exorciseur peut guérir. Le psychiatre est un exorciseur, et différents personnages qui œuvrent dans ce domaine sont des exorciseurs. Il y a quelques rares maladies qui sont mentales, et chez l'homme nouveau, la maladie mentale tend à apparaître. Évidemment, il faut faire la différence entre le mental ésotérique, de la psychologie de l'homme conventionnel, qu'il va aussi appeler le mental. Un fou, normalement, souffre de maladie mentale chez l'homme ancien, tandis qu'un fou, chez l'homme nouveau, souffre de maladies psychologiques ou astrales. Les maladies mentales, donc les maladies régies par le corps mental de l'homme, par la faculté qu'a l'homme de mentaliser les choses, sont des maladies nouvelles qui sont des critères, disons, d'amélioration, de mutation ou d'évolution. Lorsque la personne a un paquet de problèmes d'ordre physique qui arrivent, lorsqu'elle dit elle-même c'est une vraie farce, ces maladies ne sont sans doute pas d'ordre psychologique, parce qu'elle ne dirait pas c'en est une vraie farce. Alors si une personne peut se permettre le luxe d'être malade et d'en rire, même si c'est dur, parce que l'ego en souffre, ces maladies sont sans doute des maladies d'ordre conscientisante, c'est-à-dire des maladies reliées à son propre contact avec l'énergie supramentale. Tant que l'ego résiste, tant que les bas-fonds de l'ego résistent, tant que ce qui n'a pas été énergisé, tant que l'âme planétaire chez l'homme existe, tant que les bas-fonds
ce que l'antique religion appelle les péchés, c'est-à-dire tout ce qui est colère, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est peur et crainte, tout ce qui est désir, tout ce qui est un paquet de choses qui ont toujours été refoulées parce que écrasées par la conscience spirituelle de l'homme, à un moment donné tendent à s'exprimer. Et cette personne qui souffre, moi j'ai des problèmes d'ordre physique, c'est une vraie farce, tout arrive en même temps. Effectivement, aucun médecin n'y comprend rien. Peut-être que je peux associer ça à un changement génétique. La personne qui a différentes maladies en même temps se doit de consulter un médecin. Et je ne dis pas de croire le médecin. Parmi les personnes qui font le PMC, on a plusieurs médecins. Ce sont les premiers à dire que le médecin ne peut rien savoir, ne peut rien comprendre et que c'est l'un des personnages les moins fiables qu'il y a au niveau de la médecine. Et ce sont les médecins de médecine générale. Les médecins ont des connaissances extraordinaires, sauf que leurs connaissances sont limitées à ce qu'ils ont appris et dans l'optique avec laquelle ils l'ont appris. Lorsqu'une personne souffre de différentes pathologies, elle se doit de voir un médecin. Lorsque plusieurs médecins ne comprennent rien, je ne dis pas qu'elle doit croire le médecin, je dis qu'elle doit voir le médecin. Lorsque différents médecins ne comprennent rien, il peut y avoir un danger physique comme n'importe quelle pathologie. Normalement, tout se replace tout seul lorsque ce qui avait à être éliminé est éliminé. Et comment on sait que cela a été éliminé? C'est qu'on comprend ce qui s'est passé. Et automatiquement, tout revient dans l'ordre. Un autre compliment, ici, extraordinaire conférence. Lorsqu'on perd la mémoire, ça devient embêtant dans une conversation. Qu'est-ce que l'on fait avec ce phénomène? Effectivement, c'est un mécanisme que plusieurs personnes vivent. Le fait de commencer à parler, de perdre la mémoire. Alors il la cherche, le regarde partout, et il ne la trouve pas. Je pourrais dire la meilleure chose, c'est de parler à quelqu'un d'autre qui perd aussi la mémoire. Comme ça, il ne se rappellera pas que vous avez perdu la mémoire. La personne qui perd la mémoire, elle est en train de découvrir quelque chose de neuf chez elle, c'est-à-dire qu'elle est en train de passer de l'étape de la conversation psychologique à l'étape de la conversation intelligente. La personne qui est dans l'étape de la conversation psychologique ne vit pas la parole. Elle récupère ses mémoires, elle les coordonne et elle parle. Elle vit son passé. Tandis que la personne qui a une étape de parole intelligente, celle qui communique par l'intelligence, vit la parole. Autrement dit, elle expérimente le mécanisme de la parole et elle apprend en parlant. Tandis que l'autre se rappelle en parlant. Lorsqu'une personne perd la mémoire, lorsqu'elle est en train de parler, c'est que des mécanismes fondamentaux dans la mutation de l'homme nouveau sont en train de s'opérer pour la forcer à quitter le monde de sa mémoire et à commencer à parler d'une façon non mémorielle. Alors la personne qui perd la mémoire lorsqu'elle est en discussion, c'est qu'elle parle pour rien dire. Elle fouille dans ses mémoires et elle essaie de se camoufler, de se leurrer. C'est subtil, elle ne s'en rend pas compte. Elle essaie de se faire croire qu'elle accomplit un travail de mentalisation, un travail intelligent. Elle se voit coupée par ses propres mécanismes d'ajusteur de pensée qui l'interdisent alors de dire des choses qui ne seraient pas ni écologiques ni utiles pour elle-même. Si la personne est capable d'arrêter de parler, elle ne sait pas ce qu'elle allait dire, elle a oublié, elle va être capable d'intégrer ce qui se passe et elle va être capable de parler de ce qui se passe. Et c'est ce que la personne doit faire. Oyable l'auditeur. Elle doit parler de ce qui se passe. Et elle va régler son problème. Elle va découvrir ce que c'est que vivre la parole, donc expérimenter en parlant. Elle va explorer l'expression du savoir instantané. Quelle différence ou quel lien y a-t-il entre une dépression, la descente de l'énergie supramentale et la perte de l'ego? Une dépression, le terme français annonce bien ce que cela veut dire. Cela veut dire que vous étiez dans un niveau d'énergie particulier et qu'à un moment donné, vous descendez de niveau d'énergie. La majorité de ceux qui font le séminaire connaissent ce qu'est une dépression et on les avertit bien avant le début du séminaire.
Parce que nous les faisons monter à un niveau énergétique qu'ils ne connaissent pas. Ils passent 2 jours à ce niveau, ce qui leur permet d'intégrer et de comprendre beaucoup plus de choses. Et après 1 mois, lentement, ils reviennent à leur niveau de départ ou quelque peu plus haut. Mais ils ont l'impression d'être dans une totale dépression. Présentement, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas malheureux. Et si on vous rend heureux d'une façon extraordinaire, si on coupe carrément ce bonheur, vous revenez à ce que vous étiez avant. Donc, vous n'êtes pas plus mal. Mais vous risquez de vous suicider. Parce que par différence de potentiel, comparant ce que vous avez eu à ce que vous avez, il y a dépression. Lorsque nous prenons un indigène dans la jungle, il est heureux. Lorsque nous l'amenons au Canada et qu'il vit 2 ans au Canada et que nous le ramenons dans la jungle, il se suicide. Il n'a rien perdu de ce qu'il avait avant, mais il peut se permettre de comparer. Il y a donc une dépression. Énergétiquement, c'est ce qui se passe dans l'homme psychologique, dans l'homme ancien comme dans l'homme transitif. Ça ne se passe plus dans l'homme nouveau. Parce qu'il génère lui-même sa propre énergie, donc il n'est plus sujet à se faire têter l'énergie pour tomber en dépression. Une personne qui se fait sucer l'énergie par trop d'événements tombe en dépression parce qu'elle n'a plus suffisamment d'énergie pour intégrer les événements. Lorsque l'énergie supramentale descend chez l'homme, il ouvre certaines portes chez l'homme, il va opérer certaines mutations dans le corps physique, donc cela va se répercuter dans la psychologie, et automatiquement l'homme ressent cette énergie, se sent bien. Lorsque cette énergie se retire pour permettre au corps de l'homme, au corps avec un S, aux différents corps de l'homme de se reposer, l'homme vit une dépression. Si l'homme sait ce qui se passe, l'homme apprend à être patient, l'homme découvre les mécanismes du temps, et l'homme s'en fout, l'homme ne vit plus de dépression. Ça l'a bien été, je voyais clair, j'ai tout compris, je comprends plus rien, je vois plus rien, puis ça va mal. C'est au bout. On va attendre, à un moment donné, ça va revenir clair, revenir parfait, puis ça, on marche comme ça pendant un laps de temps. Alors la personne qui n'est pas avertie va vivre des dépressions. Lorsque l'ego disparaît, il n'y a pas de dépression. Il n'y a qu'une montée totale d'énergie. Quel est le mécanisme qui fait que l'on ne croit pas ce qui se passe chez nous, la transformation par exemple, ou encore reconnaître l'acquisition d'une faculté que je mettais très très haut avant? Le fait de la mettre très très haut avant fait qu'on la met hors de sa portée. Et lorsqu'un jour on découvre qu'elle est à notre portée, alors on se dit, ou bien c'était pas haut, donc ça vaut rien, ou bien je m'y l'ai parce que moi je suis trop médiocre pour l'avoir. La conscience collective de l'homme empêche l'homme de voir ce qu'il est, lui. Donc, elle éduque l'homme à être médiocre, à être faible et petit, à s'agenouiller devant un Dieu qu'il a créé lui-même. Quel est le mécanisme qui fait que l'on ne croit pas ce qui se passe chez nous? On ne peut pas l'accepter parce que l'ego ne le vit pas. Lorsque certains mécanismes se passent chez l'homme ancien, cela va se passer au niveau de la conscience mentale ou au niveau de la conscience supramentale. L'ego est l'observateur de ce qui se passe, mais l'ego ne le vit pas. Alors automatiquement, l'ego s'identifiant dans tout ce qui arrive, ne peut pas croire que cela arrive parce que cela arrive chez lui, apparemment, mais cela ne lui arrive pas à lui. Lorsque quelque chose se passe dans votre conscience mentale, cela échappe au contrôle de l'ego. Alors l'ego se dit, ça ne m'arrive pas. Il a raison, ça ne lui arrive pas. Mais ça arrive à l'homme dans lequel cela arrive. Et l'homme, ce n'est pas que l'ego, il y a l'esprit, au-dessus de l'âme. Alors le mécanisme, c'est simple, c'est que l'ego ne peut pas toucher cette chose, malgré que quelque chose chez l'homme sait que cela fait partie de lui, de l'homme, non pas de l'ego. Alors l'ego dit non. Lorsqu'une chose est très haute, cela crée un but pour l'ego. Et vous savez très bien que les buts, vous en voulez. Mais vous ne voulez pas les atteindre. Vous voulez essayer de les atteindre. Et lorsque l'ego se rend compte que le but n'est plus un but, il perd un leitmotiv dans sa vie. Il perd une raison de travailler. Alors, encore une fois, il ne peut plus apporter de valeur à quelque chose qu'il ne peut plus essayer d'atteindre. Ou encore reconnaître l'acquisition d'une faculté que je mettais très haut avant. Faire bouger les objets à distance, connaître les choses qui ne sont pas connues de l'homme ancien,
Ce sont des facultés qui ne peuvent pas être perçues, vécues, expérimentées, explorées par l'ego, mais qui sont l'apanage de l'homme nouveau. Alors l'ego ne peut pas y connaître, l'ego ne peut pas y toucher, l'ego se dit non, ça se peut pas. Il va s'en faire, laissez-le faire. À un moment donné, il va finir par apprendre qu'il y a d'autres choses que lui, dans l'homme, et que ça marche. J'ai des pertes de conscience. Mon corps physique continue de faire ce que j'ai commencé, mais pendant un certain laps de temps, je ne réagis pas. Je n'ai conscience de rien. Certains inconvénients en résultent, comme pour la conduite de mon auto, par exemple. J'ai arraché la porte du garage qu'on refermait. Normalement, j'aurais réagi et évité cet incident. Il serait préférable que ce monsieur fasse ses expériences avec la porte de son garde-robe. Ça lui coûterait moins cher. Les pertes de conscience. Mon corps physique poursuit ce qu'il a commencé, donc cette personne reste reliée à une programmation qu'elle s'était préétablie. Je sors. Elle perd soudainement le contact total, donc elle n'a plus d'attention, ou elle ne sait plus ce que son corps perçoit. Donc elle perd complètement le contact avec ce qu'elle pourrait appeler la réalité, tandis que le corps continue à fonctionner. Ce sont des mécanismes normaux de l'apparition de cette nouvelle conscience. Tout à l'heure, je parlais de transformation dans le plan physique, au niveau de la mémoire, dans le plan psychologique. Je parlais de transformation au niveau du plan du sommeil, au niveau des plans vitaux. Et cette personne ici me demande quoi faire ou ce qui se passe. Il se passe simplement ce que j'ai expliqué. Je crois que cette personne voulait surtout parler de son expérience. Parce que j'ai clairement expliqué ce qui se passe. Et je crois que cette personne voulait surtout parler de son expérience et j'en profite pour parler à l'ego de cette personne qu'elle fasse attention à ce genre d'expérimentation. Quand vous êtes en état de choc, que vous en êtes conscient et que vous cherchez de l'aide, comment trouver cette aide ou comment savez-vous qui peut le mieux vous aider? Un choc, c'est un choc. Alors, on ne peut pas savoir qui peut nous aider, parce que ça ne serait plus un choc. On ne peut pas se faire aider, parce que ça ne serait plus un choc. Ce serait un événement passager qui permettrait à l'homme d'apprendre un petit peu plus de choses. Lorsqu'une personne vit un choc, elle se retrouve, elle, en face d'elle-même. Lorsqu'une personne a eu la possibilité d'avoir une instruction avant, donc une préparation, c'est-à-dire qu'elle a pu instruire son ego. Lorsque le choc survient, il est beaucoup plus facile pour cette personne de passer au travers du choc. D'ailleurs, il faut bien comprendre que plus il y aura d'hommes nouveaux, plus l'homme transitif passera facilement à travers ces chocs. Quand vous êtes en état de choc, que vous en êtes conscient et que vous cherchez de l'aide, tout à l'heure j'ai dit que lorsque l'énergie se présentait quelque part, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui l'attirait. Et lorsqu'il y avait de l'énergie quelque part, ceux qui étaient attirés y allaient. Lorsqu'une personne vit un état de choc et qu'elle en est conscient, une chose qu'elle peut faire, c'est de s'en aller là où il y a de l'énergie, c'est-à-dire de s'en aller là où il y a des personnes qui vivent le même genre de phénomène qu'elle. Comment trouver cette aide? Cette aide, elle va le trouver chez elle. Ou comment savez-vous qui peut le mieux vous aider? On ne le sait pas. Si une personne en état de choc vient me voir, je vais lui expliquer ce qui se passe. Mais elle est dans un état de choc. Elle ne pourra pas comprendre ce que je dis. Alors elle vient, et moi ce que je fais, c'est que je parfais le choc. Remarquez qu'elle vient plus me voir souvent dans ces autres chocs. Sauf qu'elle l'apprend. Je ne suis pas un atténuateur de choc. Je serais même plutôt un stimulateur. Alors la personne, elle vient côtoyer d'autres personnes qui vivent le même genre de phénomène qu'elle, et énergétiquement, même si elle ne parle pas, elle finit par s'ajuster. Et énergétiquement, elle remonte. Son degré d'énergie mentale, il finit par conscientiser, par mentaliser, par intégrer ce qui se passe, et elle passe à travers le choc. Mais se retirer seule dans le fin fond de son univers, c'est la pire chose qui peut arriver à une personne qui vit un choc.
L'homme qui se conscientise peut en arriver à intégrer la conscience supramentale sans pour ça souffrir physiquement ou psychologiquement. J'y crois fermement. D'après vous? Mais si elle y croit fermement, ça sert à rien qu'elle me demande mon opinion. Hein? Ça servirait à rien. Qu'en est-il de la question de savoir s'il est préférable d'attendre notre propre naissance avant de vouloir donner la vie à un nouvel être? Cette mise au monde de nous-mêmes, ne pouvant être provoquée, ne pouvant être prévue, restons donc toujours hypothétiques, l'attente peut être longue et le choix s'impose alors. Risquer une grossesse plus aléatoire à cause de l'âge, ou plus probablement se voir frustré de son désir d'enfant ou d'enfanter en tant que femme ancienne. Que l'homme est malheureux. C'est un livre, non? Les personnes qui posent des questions sur lesquelles je fais des petits commentaires, si elles se sentent frustrées, c'est justement pourquoi je fais des commentaires. Bon. Parce que les questions sont très intelligentes. Vu que c'est pas elles qui posent. Alors effectivement, j'ai expliqué dans certaines conférences antérieures que lorsqu'une transformation génétique s'opérait dans un être vivant, on pouvait dire avec certitude que son évolution était transmissible génétiquement à ses enfants. Étant donné que l'homme ancien enfante un peu n'importe comment, n'importe quoi, n'importe où, sans savoir ce qu'il fait, normalement l'enfant est quelque peu plus évolué que l'adulte, mais pas comme cela se pourrait. Un être humain qui met au monde un enfant lorsqu'il a 40 ans, met au monde un enfant qui sera supérieur à un enfant qui aurait été mis au monde lorsque l'adulte avait 20 ans. Mais lorsqu'une personne, par un travail de conscientisation, arrive à transformer son corps physique, ce qui se fait et ce qui se doit d'être fait, lorsqu'il a un enfant, il donne la possibilité à cet enfant d'avoir un véhicule expérientiel, exprimatif, qui pourra lui permettre d'exprimer son propre évolution. Il lui donne un véhicule drôlement plus approprié. Alors il est donc intelligent pour l'homme de procréer lorsqu'il a de quoi à transmettre, et non pas de procréer pour combler une lacune psychologique que l'homme appelle l'amour ou l'affection, ou encore par accident, ou par expérience. Maintenant, est-ce qu'on doit procréer lorsque le corps est trop vieilli? Cela augmente la probabilité de donner naissance à des Mongols, pour l'instant chez la femme ancienne, en haut de 40 ans. La probabilité est plus grande, parce qu'au niveau du code génétique, certains chromosomes ont tendance à se rajouter. Savez-vous pourquoi les chromosomes ont tendance à se rajouter lorsque la femme dépasse la quarantaine? Simplement parce que toute l'expérience génétique de la femme n'ayant pas été intégrée par son système génétique, elle ne le sait pas. Mais le corps physique et le corps vital va rajouter une paire de chromosomes pour pouvoir additionner l'expérience évolutive de la femme de façon à donner naissance à un enfant plus évolué. Mais cette paire nouvelle de chromosomes va donner naissance à un enfant mongoloïde. Et lorsque cette génétique est incorporée aux chromosomes déjà présents chez la femme, même après 85 ans, elle ne donnera toujours naissance qu'à des enfants nouveaux. La personne pose une question et c'est à la personne de répondre à sa question. Il ne faut pas non plus attendre le vieillissement du corps pour donner naissance à un enfant, parce que la génétique corporelle risque d'altérer l'évolution de la personne. Alors la personne qui pose cette question n'a qu'à se regarder le visage et à déterminer si oui ou non elle doit donner naissance à un enfant. Maintenant, je répète que l'enfant va être l'expression d'un esprit possiblement individualisé dans un corps et non plus l'expression d'un esprit pluralisé dans plusieurs personnes. Alors on ne met pas au monde on a un enfant simplement par désir. C'est quelque chose d'autre qu'une réponse à un désir, un enfant.
Les combustions physiques spontanées sont-elles dues à une descente d'énergie trop grande? Oui, mais pas supramentale. Hein? Les combustions spontanées, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simple. C'est une personne qui est en train de laver son linge et puis qu'à un moment donné, elle brûle spontanément et elle fait fondre sa maison en même temps, ou la partie sur laquelle elle repose. C'est une personne qui s'en va dans son véhicule automobile et qui tout d'un coup décide de brûler. Or, elle fait fondre le métal, la vitre, elle fait tout fondre son automobile et elle brûle. C'est une expression amusante de l'expérience planétaire, des choses que la collectivité planétaire essaie. Certaines combustions spontanées ont été générées par les esprits maléfiques de la planète Terre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne, je donne des exemples comme ça, là, je ne vais pas m'étirer trop sur la combustion spontanée, une personne décide par la magie de vivre éternellement. Alors elle va voir un peintre qui connaît ce mécanisme, et elle va lui donner des parties, des rognures d'ongles, des cheveux. Et le peintre va incorporer ces choses à sa peinture, une peinture qui détermine une vie éternelle. Et à un moment donné, cette personne s'en va, elle magasine, elle est dans un centre d'achat, et elle brûle. Pour la simple raison que ces mécanismes fonctionnent. Et lorsque le feu a pris dans la maison de la personne, la peinture a brûlé. Et la personne étant énergétiquement reliée à sa peinture, elle a brûlé aussi. On peut faire que quelqu'un tombe amoureux de soi, on peut le rendre malade, on peut faire beaucoup de choses, et on peut aussi faire ça. Les autres mécanismes de combustion spontanée vont être une descente d'énergie planétaire, une recrudescence d'énergie, qui vont être, et ce serait extrêmement laborieux d'expliquer tous ces mécanismes, disons, sataniques, d'apparition dense d'énergie, où on va simplement essayer de créer un événement dans l'échelle atomique de la planète au niveau de l'expérience, et on va consumer moléculairement un corps vital et un corps physique. Or, une personne peut brûler spontanément, dégageant une chaleur que notre science a de la difficulté à obtenir. Il ne se passe rien de dangereux pour l'âme de la personne ni pour l'esprit de la personne, sauf qu'effectivement, le corps physique disparaît, ce qui est un peu embêtant pour l'âme qui essayait d'évoluer. Ça n'a rien à voir avec la descente d'énergie supramentale. Il n'y a aucune forme d'énergie intelligente qui s'amuse à faire brûler du monde. Y a-t-il des réservoirs d'énergie supramentale au-dessus des océans? Il y a des réservoirs d'énergie supramentale partout où il n'y a pas de religion. Je crois que ça délimite les régions. Pourquoi l'homme veut-il évoluer? Pourquoi l'évolution? L'homme qui veut évoluer est un être psychologique qui réfléchit spirituellement. Et l'homme veut évoluer de façon à faire en sorte que son ego soit à l'image parfaite de l'énergie qu'il réfléchit. Alors automatiquement, l'homme qui veut évoluer, parce que ce n'est pas l'apanage de tous les êtres humains de vouloir évoluer, c'est l'apanage de l'homme qui est rendu dans un schéma de réflexion spirituelle. Alors l'homme entrevoit inconsciemment la réalité et l'homme essaie de se façonner à l'image de la réalité. Donc, l'homme veut évoluer, c'est-à-dire que l'homme appelle cela vouloir se parfaire, vouloir se perfectionner, vouloir rejoindre Dieu, vouloir quelque chose comme ça. Alors, l'homme perçoit inconsciemment quelque chose, ce quelque chose n'est pas intégrable dans la conscience psychologique et spirituelle de l'homme, alors l'homme réfléchit cette chose dans cette conscience spirituelle, l'observant, il essaie de faire en sorte que le filtre, que le miroir qui réfléchit devienne ce qu'il perçoit. L'homme percevant une énergie qu'il va appeler Dieu, essaie de devenir ce Dieu. C'est donc normal que l'homme veuille évoluer, jusqu'au jour où l'homme va comprendre les mécanismes qui le régissent au niveau de son évolution, et l'homme va cesser son évolution. L'homme va commencer à être ce qu'il est, et l'homme va commencer à se laisser être ce qu'il est, au lieu d'essayer de transformer des choses qui ne sont pas ce qu'il veut qu'elles soient, pour évoluer. Peux-tu me dire qui est Rudolf Steiner? Oui, c'est une personne.
C'est signé vie. Rudolf Steiner a été une personne qui a été contactée par l'énergie supramentale sans passer par les phases initiatiques qui permettent à l'être d'arriver à cette conscience supramentale. Alors, Rudolf Steiner a exprimé des mécanismes qui ont permis l'instruction des plans cosmiques, planétaires, des plans astroplanétaires, des plans de la conscience collective. Il a amené dans la conscience planétaire les premiers mécanismes des villages de l'homme nouveau, les premiers mécanismes de l'éducation de l'homme nouveau, mais lui ignorait tout de cette conscience supramentale, comme aujourd'hui on va l'aborder. Si nous devons passer par une période de choc auquel on ne peut rien faire, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut même pas y réfléchir? Il y a une autre question après. Doit-on interpréter les symptômes physiques? Prendre conscience ne m'apparaît pas suffisant. Prendre conscience dans le sens observer n'est pas nécessairement suffisant. Prendre conscience dans le sens où moi je l'emploie, cela veut dire intégrer totalement le savoir de tout ce qui se passe. Ça c'est suffisant. Si nous devons passer par une période de choc auquel on ne peut rien faire, que pouvons-nous faire? Non, c'est pas ça. Est-ce à dire? Même pas y réfléchir. Lorsque l'homme réfléchit, l'homme essaie de conscientiser. Lorsque nous passons par des mécanismes de choc, la réflexion, non pas de l'énergie qui vit le choc, on observe ce qu'elle tend à réfléchir dans notre conscience. Mais la réflexion, c'est-à-dire la mentalisation, donc une réflexion mentale, qui essaie de voir les choses telles qu'elles sont pour en comprendre les mécanismes, peuvent permettre à l'homme d'arriver à se sortir de ce marasme parce qu'il va comprendre le mécanisme. Et cela peut aussi amener l'homme à ne pas comprendre le mécanisme, alors automatiquement le choc devra être répété. Et lorsque le choc est sans cesse répété, l'homme arrive à réfléchir mentalement, l'homme arrive à comprendre les mécanismes qui régissent ce choc, et l'homme arrive à s'en libérer. Lorsque l'homme en est libéré, il ne passe plus jamais par cette épreuve. Doit-on interpréter les symptômes physiques? On doit observer les symptômes physiques, et évidemment, on doit essayer de comprendre ce qui les cause. Pour comprendre ce qui les cause, l'homme arrive à s'observer. Mais ces mécanismes apparaissent chez l'homme par l'expérience, temporairement. Alors, je ne peux donc pas élaborer oralement sur ces mécanismes. Nous y travaillons dans différents cours. Nous pouvons, par la souffrance et par le choc, arriver à comprendre ce que j'entends. Par l'observance méthodique du corps physique, de façon à voir d'où vient, de façon à connaître l'origine d'une énergie qui s'établit chez soi par symptômes physiques. Prendre conscience ne m'apparaît pas suffisant. C'est évident que de voir son doigt shaker et de dire « Tiens, mon doigt shake », ça ne règle pas le problème. Surtout quand tu viens de débarrer ton char. Il y a un gros problème. Le fait d'observer, de se calmer et d'observer, l'homme nouveau arrive à pouvoir connaître son corps suffisamment, cellulairement, pour pouvoir en retrouver les mécanismes qui, dans sa psychologie ou même dans sa neurologie, créent ce mécanisme ectopique. Alors il peut le canceller. Ce genre de choses se fait par la pratique de certaines techniques, se fait par l'expérience de la vie aussi. Le temps arrange tout. Question qui concerne les interférences astrales. J'aimerais savoir si l'astral peut aller jusqu'à rendre une personne de tes proches malade pour t'empêcher de continuer ton amélioration. Est-ce que les forces du mal ont la même évolution que nous? Pourquoi existent-elles? Les mécanismes d'involution de l'humanité sur lesquels nous allons revenir la semaine prochaine ont une tendance incroyable à éduquer l'homme de façon à ce que l'homme se sente responsable de ce qui arrive aux autres. Bien éduqué, l'homme devient faible. Alors on n'a qu'à manipuler l'extérieur, ses amis, ses proches, sa famille, ses enfants, pour qu'automatiquement l'homme pense qu'il doit cesser ce qu'il a commencé. Effectivement, les mécanismes d'involution vont charrier l'extérieur d'une personne seulement si cette personne
est inatteignable par les plans bas de l'astral. Alors on va faire en sorte de manipuler une personne pour que celle-ci, par l'intermédiaire de son corps physique, de sa parole et des liens affectifs dans la psychologie, puisse manipuler celui que l'astral planétaire ne peut pas rejoindre. C'est pas grave. Il vient un temps où l'homme est suffisamment puissant qu'il a une autorité dans l'astral. Et on ne peut plus toucher à ceux qui l'entourent. Mais lorsque l'ego veut essayer d'atteindre cette autorité mentale de façon à protéger sa famille, il n'y arrive jamais. Est-ce que les forces du mal ont la même évolution que nous? Pourquoi existe-t-elle ou-t-il? Pourquoi existe-t-elle? La semaine prochaine, je reviens sur pourquoi le mal existe. Alors évidemment, je ne peux pas aborder ce sujet ce soir. L'évolution des forces du mal est une évolution qui est reliée à la nôtre. Parce que nous créons le bien, nous engendrons le mal. Et parce que nous énergisons le bien que nous voulons accueillir chez nous, nous énergisons le mal. Pourquoi le mal existe? Pourquoi le bien existe? L'évolution des forces sataniques, lucifériennes, belzépusiennes et d'autres noms sont totalement reliées à l'évolution de l'homme, et c'est nous qui non seulement les avons engendrés dans un certain contexte énergétique de leur apparence, de leur expression, de leur apparition, mais il faut comprendre aussi que certaines forces que l'homme appelle le mal sont les énergies hautement intelligentes qui ont engendré l'homme. Lorsque l'homme recherche son père, il peut souvent vivre un immense choc. Mais on va revenir la semaine prochaine. Peut-on aider ceux qui traversent des épreuves? Bon, on peut faire des choses pour ceux qui traversent des épreuves.